Quand j'étais un jeune homme, j'avais été très intéressé par un ouvrage qui avait été écrit par un certain Dale Carnegie et qui disait comment vous faire des amis. Je crois que j'ai passé le reste de ma vie à justement ne pas me faire des amis parce que je mettais toujours les pieds là où il ne fallait pas. Quand j'ai fondé et créé le concept du droit à l'oubli il y a quelques années, je vous dis, je ne me suis pas fait que des amis. Et je crois que là, je ne vais pas encore me faire que des amis. Mais je voudrais, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, vous prévenir. Je vais utiliser des images, des locutions, des phrases qui sont peut-être frappées de copyright. Donc, vous pourriez être accusé de recel, de biens immatériels. Vous avez quelques secondes pour quitter la salle si vous souhaitez préserver votre liberté. C'est d'ailleurs, derrière moi, le premier slide que vous voyez, c'est assez illustratif puisque vous voyez que l'un s'appuie sur un copyright qui serait verrouillé. Et déjà, une sorte de remarque d'étonnement, il a fallu que ce soit la société civile, en quelque sorte, qui invente le Creative Commons. Ce n'est pas les États, ce ne sont pas les grandes administrations, ce ne sont pas les gens au pouvoir qui se sont mis à réfléchir en disant « mais peut-être pourrions-nous réfléchir à un droit d'usage qui serait, dans certains cas, opposable au droit de propriété ». On aurait pu imaginer un monde où on ne serait pas dans une situation où, en substance, on n'aurait que les droits et devoirs des propriétaires, mais vous n'auriez pas de droits qui protégeraient les locataires. Vous n'aimeriez pas ce monde-là, n'est-ce pas? Pourtant, on a un peu le sentiment que c'est un peu ce qui se passe actuellement avec le monde de la création. Le monde de la création est sur un sujet dans un domaine qui est éminemment important. Ça vous a été souligné à plusieurs reprises dans les interventions précédentes, à savoir que nous sommes dans une économie des idées. Nous sommes dans une économie des savoirs. Nous sommes dans des modèles qui sont des modèles de coopération. Imaginez un instant que je sois empêché de distribuer des savoirs avec des gens avec qui je veux apprendre à se former, comme ça a été encore récemment le cas à un garçon qui gagnait sa vie parce qu'il était un spécialiste des plantes et qui s'est vu arriver les gendarmes chez lui, qui lui ont pris tout ce qu'il avait en matière de produits de plantes et autres outils de connaissance en lui expliquant qu'il n'avait, plus le droit de faire des séances de formation pour l'utilisation de ces plantes, qu'il devait arrêter de montrer comment on faisait certaines soupes avec certaines plantes, etc., au prétexte qu'il avait été l'objet d'une plainte de sociétés qui faisaient métier, elles, de passer par les circuits médicaux ou les circuits pharmaceutiques et dérivés, classiques, obligatoires, encadrés. Donc, vous voyez qu'il y a là en permanence des situations, on peut avancer peut-être, une situation de savoir, ou une interrogation pourtant, qui peut être là, vous arrêtez là, une interrogation qui pourrait être la suivante. Pourquoi nos gouvernants n'attachent-ils pas autant d'importance à ce que peut être l'idée de l'utilisation de ce qu'on va appeler le copyleft en regard du copyright? Alors le copyright, très vite pour expliquer là où on va dans les minutes qui vont suivre, copyright, c'est grosso modo le droit à déléguer, à protéger et à déléguer une partie de ses activités d'édition en espérant en tirer un bénéfice, ce qui est bien évidemment pas du tout condamnable, ce n'est pas mon propos. Mais vous avez aussi un champ qui est celui de l'échange de connaissances entre personnes savantes, et c'est grâce d'ailleurs à la liberté de ces échanges qu'encore récemment, un laboratoire, une équipe de recherche a mis sur Internet un ensemble d'observations sur des protocoles touchant la maladie d'Alzheimer qui a arrêté immédiatement un certain nombre de ces protocoles effectivement utilisés dans certains endroits. Pourquoi? Tout simplement parce que la circulation était libre. Pas tout à fait comme le rapport sur les syndicats dont vous avez peut-être entendu parler récemment. Donc il y a en la matière quand même matière à s'interroger. Et cette interrogation, alors que je ne suis ni un homme de droit, mais j'y connais absolument rien, sinon que j'ai le goût de suivre notre société, la société du don et de l'échange, la question est venue d'un de mes amis qui est un peintre et qui m'a dit, voilà Denis, je viens de faire ce portrait et je l'ai fait à partir d'une photographie de Richard. Et il m'a posé la question suivante,
Est-ce que je tombe sous le coup de la loi du copyright lorsque je fais la peinture d'une photo qui a été réalisée par quelqu'un d'autre et qui a peut-être le droit de copyright sur cette photo? Combien dans cette salle y a-t-il de personnes qui savent répondre à cette question? Il sait. Tout à l'heure, je reviendrai vers lui. On continue. Vous avez un autre aspect de la... Vas-y, fais balancer là-bas. Vous avez aussi des problèmes que vous ne connaissez pas forcément, mais qui sont les problèmes de l'utilisation d'une image ou d'une couleur. Qui c'est qui a entendu parler de l'image de magenta? Qui c'est qui a entendu parler de l'histoire de la couleur magenta? La couleur magenta a été mise au point par un laboratoire qui faisait des encres de couleur et qui a déposé le copyright sur l'image en question. Et il s'est trouvé que des gens, sans trop s'en rendre compte, ont fait un copier-coller, etc., et ont eu quelques soucis en la matière. Mais vous avez d'autres histoires. Vous avez par exemple une assemblée de copropriétaires qui décident... C'est pas vrai. Déjà? Non, mais il fallait pas commencer au moment où on m'a mis le truc sur les trucs il y a 10 minutes. Hein. Bon, enfin... Bon, je crois que ça va aller vite. Hein. Alors, une assemblée, je vais très vite, qui voulait changer les couleurs. Ça faisait... L'immeuble existait depuis presque 30 ans. Il a fallu demander l'autorisation des architectes qui avaient réalisé l'immeuble quelques 30 ans plus tôt, qui ont demandé des sous pour pouvoir avoir le droit de changer la couleur de l'immeuble. Donc, ce que je veux dire, alors pour être très court, ce que je ne pourrais pas dire, vous le trouverez sur mon site avec tous les éléments qui vous seront nécessaires pour vous faire une opinion personnelle. On va avancer. Je voudrais vous dire que simplement, il existe un certain nombre de droits. On considère toujours les États-Unis comme un endroit où il y a des droits extrêmement durs. C'est exact et ils ne s'en cachent pas lorsqu'il s'agit de défendre leur business. Mais il y existe aussi un certain nombre de règles, dont notamment l'usage loyal. C'est-à-dire, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, nous passons d'un usage de la propriété à un usage libre. Hein. Donc la notion de propriété est en train de bouger, ça fait partie des grandes règles du jeu qui bougent actuellement. Donc il faut que l'on puisse faire passer un message pour un droit opposable au droit de propriété. Il faut comprendre que le copyleft représente, on avance, voilà. Aujourd'hui, il faut comprendre que notre civilisation, notre société est une société de l'échange et des idées et des savoirs. Et qu'à ce titre, il convient d'investir au moins autant de temps pour protéger cette capacité à échanger avec les droits de dilution, l'effet de perte de notoriété. Je pourrais vous raconter 1000 anecdotes qui illustrent, si vous voulez, les dérives et les mauvaises réflexions qui sont faites. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de... Je ne suis pas en train de dire qu'Adopi, c'est pas bien, etc. Je suis en train de vous dire qu'il faut s'occuper du copyleft. Passons, puisqu'il faut que j'aille vite. Passons. Voilà. Je vois, il faut comprendre que la société du lien dont on nous parle, c'est aussi et surtout une société du don. Tout à l'heure, vous aurez encore des intervenants qui vont vous dire comment le don a participé à faire procéder le progrès, comment le don a permis d'échanges de savoir. C'est comme ça qu'un indigène perdu au fin fond de l'Amazonie va découvrir, grâce à Internet, qu'en utilisant un aimant qu'il mettra au fond de son seau, que cet aimant, il va le mettre dans de l'eau qui est une eau qui est polluée, et grâce à cet aimant, on va voir que les poisons qui avaient cette eau vont tomber au fond du seau et que le dessus sera une eau pure. Ce sont des choses comme ça et 1000 autres exemples qui doivent être favorisés. On avance. Donc, pour moi, aujourd'hui, on est dans une société où le copyright n'est pas équitable et il pénalise les échanges que nous avons. Actuellement, nous devons, même aujourd'hui, au niveau de la Commission européenne, on commence à se dire que cette crispation sur le copyright est quelque chose qu'il faut savoir en toute logique et sans faire état de chapelle extrémiste, remettre en question. Et je vais vous dire pourquoi. On avance. Regardez. Regardez un instant ce qui se passe là. Voyez, en moins d'1 an, vous avez, regardez ce slide, regardez la quantité de données que vous avez chacun. Regardez la quantité de données qui se crée en ce moment. Tout à l'heure, si on a le temps, je vous montrerai un moteur qui vous montre qu'en quelques minutes, il s'échange plusieurs milliards de données, plusieurs milliards de mails, plusieurs centaines de milliers de tweets en moins d'1 minute. Il me reste 9 minutes. Salaud, tu m'as dit dedans. Il m'a mis 5 minutes et là il m'en remet 9. Je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Pour vous montrer le déséquilibre qu'il y a là. Voilà ici ce dont on parle le plus.
Les biens numériques sous copyright, les movies, les livres, les dessins, les photos, voilà ce qu'ils représentent, et encore. Si je n'avais pas eu le besoin de mettre autant de place pour mettre les caractères, le truc aurait été là. En réalité, ici, vous avez des biens numériques qui sont ce que j'appelle des faux copyrights. Quand je prends un texte que je marque Ethigopher copyright, je ne l'ai déposé nulle part, c'est du faux copyright. Et il y en a en pagaille. Ce n'est pas parce que vous mettez copyright que vous avez copyright. Donc vous avez ensuite ce qui est vraiment sous copyright, là, sous copyleft, et ici vous avez de l'indéterminé. Regardez un peu les proportions. Regardez de quoi on parle le plus aujourd'hui dans la presse. Regardez. Vous ne pensez pas que ça vaut la peine qu'on s'intéresse au reste? Avançons. Voilà. Alors, allez-y un petit peu. Ben oui, je suis obligé. il faut le bazar. C'est qu'à de le dire. Bon. Donc, vous avez compris, il ne faut pas vous sous-laisser. Vous savez, dans la grande distribution, essayez d'imaginer un instant, je vais essayer de vous passer un message, je vous le prendrai après. Dans la grande distribution, nous perdons entre 1 et 2% du chiffre d'affaires par les vols, les pertes, etc. Nous assistons en domaine du copyright, du téléchargement pirate, à des phénomènes sensiblement similaires. Et ça existera toujours, quelles que soient les lois, les règles, les techniques, etc. Donc, on ne peut pas surinvestir en matière de protection du copyright sans investir un minimum dans le secteur de la protection, ou en tout cas de favoriser le copyleft. Pour cela, il va falloir pouvoir... On avance ? Vous aurez ça sur Internet, vous ne vous inquiétez pas. Voilà. Il faut d'abord que nous ayons un droit pondérateur qui protège des usages loyaux de l'utilisation de certaines connaissances. Il faut éviter de considérer que toute opération de copier-coller doit être immédiatement quelque chose qui déroge. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'au moment où je vous parle, il y a quelque part à l'Assemblée nationale un député qui a décidé que maintenant, il fallait pouvoir démontrer la légalité d'une pièce qu'on utilisait en copier-coller, que ce soit une image ou un texte. En d'autres termes, vous venez comme moi, je viens de le faire, d'utiliser un certain nombre d'images que j'ai piquées sur Internet. Monsieur l'agent, attendez un instant avant que le temps... Voilà. Donc, je suis obligé de pouvoir démontrer que ce que j'utilise est légal. Vous imaginez la complexité? Vous êtes un honnête homme, vous voulez chercher l'image qui vous manque. Vous n'avez aucun moyen de savoir qui est le propriétaire 9 fois sur 10, quand ce n'est pas 99 fois sur 10. Vous voulez chercher une situation, une image, un texte, etc. Vous avez un mal fou d'identifier à quoi ça correspond. Parce que, continuons, parce que ce n'est pas centralisé. Le réalisateur Brombert vient de monter sa propre base de données. Si vous étiez à l'INPI, ou si vous cherchez une marque ou un brevet, vous payez pour déposer. Vous pouvez aller chercher dans cette base de données pour savoir si quelqu'un, quelque part, a déjà fait quelque chose sur lequel vous pensez. Un copyright, pas du tout. Les bases de données sont dispersées, elles ne sont pas fiables, et le gars qui déclare, il ne paie rien. Vous imaginez un type qui peut déclarer protégé, il est protégé alors qu'il ne paie pas. Moi, je dis, si quelqu'un veut faire un dépôt sur copyright, il doit le payer. Pourquoi? Parce que si on veut le défendre, ça va coûter des sous. Et je vous dis, en tant qu'auteur, et donc j'ai fait des livres, il m'est arrivé quelques mésaventures à l'étranger. Ben, mon éditeur, il n'a pas souhaité dépenser des sous, plusieurs centaines de milliers de francs ou d'euros, pour défendre mes droits. Hein. Ça coûtait trop cher. Donc derrière aussi, l'idée qu'on se fait de la protection par les éditeurs, modérato. Hein. Alors donc, vous voyez, ici, on avance. Voilà, alors ici on a bien évidemment la dernière, alors le truc la plus sympa, je vous invite à devenir des copyministes. Hein. C'est la dernière astuce des Suédois. Si vous êtes rentré dans la religion, vous avez le droit de copier ce que vous voulez, vous êtes protégé par la religion, c'est devenu un clergé. Voilà. Allons-y, avançons. Donc vous voyez ici, la plupart des biens numériques que vous voyez sur lesquels ils n'affichent pas, vous ne savez pas d'où ils vont, vous ne savez même pas quel est leur statut, et ça coûte beaucoup d'argent. Donc il vous faut aujourd'hui que l'État encourage les sociétés de gestion collective à centraliser leurs données. Il faut qu'elles assurent un véritable service et pas tout simplement enregistrer et puis on s'occupe du reste, en réalité, ils ne s'occupent de rien du tout. Donc, il y a un producteur de cinéma qui a récemment envisagé d'acheter les droits d'un film. Il a découvert qu'en réalité,
Les droits de ce film étaient déjà dans le domaine public. Mais s'il n'avait pas pu avoir accédé à sa propre base personnelle, il ne l'aurait jamais su. D'où l'importance aujourd'hui d'arriver à aider les gens honnêtes à savoir quel est le statut d'un bien numérique donné et ne pas l'obliger à dépenser des fortunes pour savoir à quoi, qui, comment, dans quelles conditions, etc. Donc, on continue. Alors, on continue encore. Ici, il faut que vous compreniez qu'il existe des solutions techniques. Il existe des solutions techniques, ça s'appelle un document intelligent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'un document intelligent est un document qui se protège. Alors si, il y a une petite parenthèse pour expliquer pourquoi ça se développe indépendamment de notre sujet d'aujourd'hui. Il faut savoir que la documentation technique peut représenter jusqu'à 1 fois à 3 fois le poids de l'avion de combat que vous êtes en train de réaliser. Et que, lors de certaines enquêtes spécialisées, on a découvert que 5% des accidents mortels se passant dans la marine ou dans l'aviation américaine étaient liés à une très mauvaise gestion des documents techniques. D'où il a fallu découvrir des solutions qui permettaient aux documents de se mettre à jour et éventuellement de s'autocontrôler. Donc, si vous voulez, le document numérique dispose d'attributs et de propriétés qui lui permettent de répondre à un certain nombre de questions et créer un certain nombre de sécurités qui évitent les dérives possibles de leur utilisation. Si c'est possible pour des documents techniques sensibles, c'est possible pour d'autres applications. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'attarder. On avance. Il a arrêté de regarder, là. 2 minutes. Bien. C'est toujours amusant comme exercice. Hein. Je lui ai dit, je veux... Voilà. Alors... Je lui ai dit, je veux 18 minutes, mais je ne veux pas moi. Hein. Il me met la pression, ce salaud. Je me suis fait des copains avec ça. Je suis pour l'Internet libre, et je le dis haut et fort. Mais nous assistons quand même aujourd'hui à quelque chose de préoccupant, c'est que vous utilisiez 5 mégas le mois, ou 5 mégas la semaine, ou 5 mégas par jour, ou que vous utilisiez 10 gigas par semaine ou par jour, etc., vous payez le même tarif. Je ne suis pas d'accord. Ça n'engage que moi, mais je ne suis pas d'accord. Je suis pour un règlement proportionnel. Alors, je dis, on le fait bien pour l'EDF, on le fait bien pour l'électricité. Il y a une façon d'inventer une nouvelle tarification. Je l'ai proposé, je me suis fait envoyer dans les 22, bien évidemment, il fallait la licence globale, il fallait les trucs, enfin, bref. D'autres que moi, on sont arrivés à la même conclusion. Je ne crois pas que ce soit forcément une mauvaise idée parce que c'est une façon aussi, d'où ma remarque précédente, de financer les créateurs et les gens qui se donnent la peine de faire circuler leur savoir sur Internet. Car le vrai grand problème que nous avons, ce n'est pas simplement le problème de quelques auteurs à succès, de quelques éditeurs qui ont envie de se faire plein les poches, c'est le problème de l'ensemble d'une société où nous sommes devenus peu ou prou tous des auteurs. Parce que c'est ça. Nous sommes bien tous en train de devenir des auteurs sur une façon ou une autre. Et que viennent derrière, on vient vous dire, dilution de marque, droits dérivés. Et puis vous plongez dans le maquis et vous vous apercevez que vous êtes mort d'avance parce qu'on vous a piégé dans des solutions qui sont uniquement juridiques, alors qu'on a aussi des solutions techniques. Et c'est ça le message que je voulais faire passer. On y va, monsieur le ministre. Donc j'ai quelque chose à vous dire. Rassurez-vous, ça n'a rien de révolutionnaire. En dehors du fait que je n'ai pas de laptop, etc. Alors voilà, je voudrais vous demander si ce n'aurait pas intéressant de rappeler d'abord que les fournisseurs de produits numériques illicites devront être d'abord inquiétés, et que ce message aussi, il faut le faire passer. Je crois que le FBI américain vient de m'entendre. Pouvons-nous imaginer que vos services mettent autant d'argent et d'énergie pour promouvoir les biens communs et les applications de copyleft que vous en mettez pour les téléchargements illicites, monsieur le ministre, et vos équipes ? Pourquoi la France ne se doterait-elle pas d'un équivalent d'une clause au droit loyal américain, la capacité à utiliser, puisque droit loyal, ça veut dire que j'utilise une copie, mais je n'en fais pas commerce. Donc on considère que dans la mesure où je n'en tire pas un bénéfice financier, bon, je fais court, hein. Seul. Attends, arrête, tu vas voir toi. Pourquoi ne pas envisager que les dépôts de protection soient obligatoires préalablement à l'utilisation du terme copyright sur les biens numériques concernés ? Vous voulez être protégé ? Payez-le, comme pour les brevets. Pourquoi les dépôts de copyright ne feraient-ils pas eux aussi l'objet d'une procédure payante et d'une taxe destinée à financer leur protection ? Pourquoi ne pourrions-nous nous obliger les divers organismes collecteurs à se réunir et à coopérer pour la mise au point d'un guichet unique
permettant l'accès à des bases de données juridiquement fiables. Nous pourrions-nous imaginer enfin que ces organismes participent au financement de la R&D sur la protection des biens numériques, coffre-fort numérique, sécurité des identités numériques et procédures automatisées? Il y a du boulot. Bon, alors voilà, il ne faut pas faire pire que les Américains, et il faut qu'on fasse mieux, parce que j'ai un peu le sentiment, mais c'est sans doute très subjectif, qu'on essaye de faire une sorte de course où on serait encore plus dur et que les Américains en ce qui concerne le droit du copyright, en oubliant que le copyleft, le droit à la libre circulation des idées et des savoirs, doit être l'axe central. Et je terminerai en disant que mon idée principale, c'est de dire, on dit en informatique, on parle d'occurrence. En mécanique, on dit surface de référence. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais qu'on puisse dire que dorénavant, ce n'est pas le copyright qui tient la main, mais le haut du pavé, c'est d'abord le copyleft. Merci de votre attention.